Pour cette analyse et cette évaluation de la proposition de loi, je voudrais d'abord faire quelques remarques introductives sur le contexte de cette loi donc, qui vient au débat aujourd'hui et demain au Sénat. Et puis, dans un deuxième temps, j'insisterai sur 3 points particuliers contenus dans cette loi. D'abord, quelques remarques. La première remarque, c'est que cette proposition, ce texte peut donner l'impression d'être très technique. Que finalement, ça ne concerne que des spécialistes, que ça ne va pas changer grand-chose dans la vie des Français. Mais je vous rappelle une chose importante. Il y a 570 000 décès par an en France. 570 000 personnes qui sont confrontées potentiellement à ces questions. Et donc c'est un enjeu majeur de société, une question de société majeure qui concerne des dizaines de milliers de personnes potentiellement. Et d'une certaine façon, nous sommes tous concernés de près ou de loin par cette question. La deuxième remarque, et sans vouloir reprendre tout l'historique de la proposition de loi, de la proposition, ce qu'on appelait la proposition 21 de François Hollande, vous vous souvenez peut-être qu'il se terminait par la fameuse expression de bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, une expression tellement floue que tout le monde, chacun pouvait y prendre ce qu'il voulait. Je voudrais vous rappeler le message de quantité de personnalités médicales, d'organismes comme la mission SICAR, comme le CCNE, qui nous a dit d'abord, en fait, il n'y a pas besoin de légiférer. Avant d'inventer des nouvelles lois, appliquons ce qui existe. Et ça, c'était vraiment la chose la plus importante que nous voulions défendre au démarrage, en disant, développons les soins palliatifs, appliquons correctement la loi, formons les médecins à la culture palliative. Il n'y a pas vraiment besoin d'une loi. Alors malheureusement, en tout cas c'était l'intention du gouvernement de continuer, et le Premier ministre donc a confié 3 missions à messieurs Claes et Lonetti au mois de juin dernier. Et je les rappelle parce qu'elles donnent le cadre essentiel. La première mission, c'était d'assurer le développement de la médecine palliative. Et en réalité, dans la proposition de loi, il n'y a quasiment rien sur la médecine, le développement justement des soins palliatifs. La deuxième mission, c'était de rendre les directives anticipées contraignantes. Là, effectivement, ils ont rempli leur mission. Dans le texte, il y a des choses précises. Et la troisième mission, je la cite parce que la phrase est importante, il fallait définir les conditions et les circonstances dans lesquelles l'apaisement des souffrances peut conduire à abréger la vie, dans le respect de l'autonomie de la personne, peut conduire à abréger la vie. Et ça s'est traduit par ce fameux droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. La fameuse expression de Jean Lonetti, dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Et donc finalement, le gouvernement a choisi d'ouvrir cette espèce de boîte de Pandore de la fin de vie, de tous les débats sur la fin de vie, mais sans débat frontal, sans le dire clairement, avec un texte assez flou, ambigu, où à la fois certains évoquent une grande nouveauté de la création d'une aide à mourir, hein, c'est ce que disait M. Claes à la fin de l'automne dernier, et puis d'autres qui disaient mais non, ça ne change rien, il n'y a pas d'euthanasie, etc. Or, nous craignons vraiment des euthanasies masquées, des suicides assistés, même si les mots ne sont pas utilisés. Hein. D'autant plus que le Premier ministre et son ministre des Affaires sociales ont plusieurs fois dit ce n'est qu'une étape, il faudra aller plus loin, mais déjà faisons ça. Hein. Et donc, voilà pourquoi nous sommes si inquiets, si vigilants. Et enfin, la quatrième remarque, c'est que donc l'Assemblée nationale n'a pas changé grand-chose au texte initial de M. Claes et Lonetti, quelques amendements à la marge des rapporteurs, mais c'est surtout le Sénat, effectivement, la Commission sociale des affaires sociales du Sénat, qui, le 27 mai dernier, a fait un travail approfondi, comme le sait le faire le Sénat dans sa sagesse habituelle, et a fait voter une douzaine d'amendements de modifications plus ou moins importantes. Alors, je ne voudrais pas reprendre dans le détail toutes ces modifications, vous les avez dans votre dossier de presse. Vous avez une fiche qui s'appelle « Décryptage de la proposition de loi » sur 4 pages, et donc je voudrais maintenant simplement insister sur 3 points un peu transversaux des différents articles de la proposition de loi. Le premier point, c'est qu'on voit bien, on sent bien que les sénateurs ont voulu éloigner les risques de dérive. Ils ont cherché à apporter davantage de clarté sur certaines expressions controversées en particulier, et c'est tout à l'honneur du Sénat, mais par contre je ne suis pas sûr qu'ils y soient vraiment parvenus. Bien sûr, il y a eu la suppression de l'expression dangereuse qui a été dénoncée dès les débats à l'Assemblée nationale sur ne pas prolonger inutilement la vie, une expression qui a souvent été commentée et qui effectivement n'avait pas grand sens, parce que qu'est-ce qui peut décider qu'une vie est inutile? Donc cette phrase-là est supprimée, c'est bien. Mais par contre, on nous dit, on a supprimé également la phrase « la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements ». Ce n'est plus dit
officiellement dans le texte de loi. Et donc on pourrait penser que c'est un progrès, puisque c'était l'enjeu d'un débat énorme, cette question de nutrition. Mais en même temps, les rapporteurs ont dit on va s'appuyer sur la jurisprudence du Conseil d'État. Or, le Conseil d'État, dans son arrêt de l'année dernière, a dit exactement la même chose. Il a dit que la nutrition et hydratation artificielle constituait un traitement. Donc on ne voit pas vraiment quelle est l'avancée. Le problème demeure quand même assez entier. Et puis il y a d'autres expressions comme le seul maintien artificiel de la vie, qui est un des aspects de la définition de l'obstination déraisonnable. Et ça, c'est très problématique, parce que qu'est-ce que c'est qu'un traitement dont le seul objet est le maintien artificiel de la vie? C'est très difficile à définir, les médecins entre eux ne sont pas d'accord. De même que cette notion de pronostic vital engagé à court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la mort est imminente? Est-ce que ça veut dire que c'est une question d'heures, de jours, de semaines? Et on sent bien qu'endormir quelqu'un quelques jours, quelques heures avant le décès qui paraît inéluctable, ça peut se discuter, mais quelques semaines, ce serait vraiment problématique. Donc vous voyez, cette notion d'expression, de définition qui était très floue au démarrage, le Sénat, la Commission sociale des affaires sociales du Sénat, y a apporté quelques éclaircissements, mais sans doute pas encore suffisamment. Le deuxième point important que je voulais souligner, c'est la notion de souffrance réfractaire. On voit bien que le Sénat, dans sa définition des cas de sédation, de ce qu'on appelle l'article 3, a voulu mettre au cœur des cas possibles la notion de souffrance réfractaire. Que le patient soit en fin de vie ou pas, qu'il puisse s'exprimer ou pas, ça revient maintenant pratiquement comme une condition fondamentale. Alors c'est sans doute un critère utile, parce que si on dit que ça ne peut se faire que dans le cas d'une souffrance réfractaire à tout traitement, ça veut dire qu'on a essayé tous les traitements avant, on a tout essayé, y compris bien sûr tous les soins palliatifs. Et donc ça éloigne les risques de dérive vers des suicides assistés ou de l'euthanasie. Mais c'est pas sûr que ça soit une garantie suffisante, parce que finalement, qui décide que la souffrance est réfractaire? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le médecin? Selon quelle modalité? Selon quels critères? Et on voit que si c'est le seul patient, au nom de ce grand principe qui est mis dans le fronton de cette loi sur l'autonomie, le respect de l'autonomie, si c'est le seul patient qui décide, la porte reste ouverte à des dérives, parce qu'une personne qui n'est pas en fin de vie, finalement pourrait décider d'arrêter des traitements importants, lourds, qui la font basculer en fin de vie, entre guillemets, et du coup exiger au nom d'une souffrance, par exemple psychologique intense, de dire endormez-moi, et de tout arrêter. Et d'arrêter y compris la nutrition et l'hydratation artificielle. Donc on voit que cet enchaînement-là continue à rester une possibilité assez inquiétante dans ce texte. Et enfin, le troisième point que je voulais souligner, c'est ce souci qu'on voit bien aussi chez les sénateurs de mieux encadrer la notion de directive anticipée contraignante. Il y a eu des petites modifications, le formulaire sera plus obligatoire, la procédure collégiale est un petit peu modifiée, vous verrez tout ça dans le dossier en détail. Mais finalement, la question primordiale, c'est quand le médecin pourra-t-il se dégager de l'obligation des directives anticipées? Si ces directives mettent en cause des questions fondamentales, des principes fondamentaux comme l'interdit de tuer, il faut que le médecin puisse vraiment se dégager de cette obligation qui est mise dans la loi, où il doit respecter la volonté du patient et donc appliquer une sédation, même si lui pense que ce n'est pas justifié. Et l'Assemblée nationale avait utilisé une expression qui disait « quand les directives sont manifestement inappropriées, eh bien le médecin n'est pas obligé de les appliquer ». Le Sénat n'a pas voulu garder cette expression, il a utilisé une autre expression qui, à mon avis, n'est pas meilleure. Il dit « lorsque la situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par les directives ». Lorsque la situation ne correspond pas... Mais on peut imaginer une situation qui correspond aux directives et pourtant que ces directives soient illégitimes, injustifiées, excessives. Quelqu'un qui dirait simplement « je ne veux pas de tuyaux », ça paraît énorme, mais... Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas de sens. Un médecin ne peut pas respecter de telles directives en disant je ne peux strictement rien faire pour ce patient. Et donc, il ne faut pas que des directives puissent être imposées à un médecin si elles sont contraires au code de déontologie médicale. Ça me paraît un point essentiel. Voilà. Donc, en synthèse, on peut dire que le Sénat, la Commission des affaires sociales du Sénat, pour l'instant, a apporté quelques améliorations.
Il reste à les confirmer, bien sûr, aujourd'hui et demain dans les votes en séance publique. Et puis surtout, reste aussi à ce que l'Assemblée nationale, dans quelques semaines ou quelques mois, consolide, conforte également ces évolutions. Mais même si ça c'est acquis, et ce qui n'est pas encore le cas, il faut l'espérer, il reste encore des évolutions nécessaires, des améliorations nécessaires, parce que, encore une fois, il ne faut pas que la sédation, ce fameux nouveau droit, puisse devenir le moyen détourné de faire mourir, entre guillemets, dans la discrétion, dans le non-dit, dans l'absence de clarté. Et cette valeur d'autonomie qui finalement a été mise au cœur de cette proposition de loi, bien sûr c'est une valeur importante, mais il ne faut pas que ça devienne une valeur suprême qui finalement porte atteinte à la confiance entre soignants et soignés, qui est au cœur quand même de tous nos dispositifs médicaux, et puis surtout porte atteinte à la nécessaire solidarité que l'on doit vers les plus fragiles parmi nous.